Merci beaucoup donc Arnaud pour ce professionnalisme et merci à toutes et tous d'être là. Euh, bon, comme vous l'avez dit, je suis très content d'intégrer le FI cette année. Et du coup, j'ai un petit peu hésité, mais finalement, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est pas un exposé thétique sur une partie très spécifique de mes travaux qui serait peut-être un petit peu loin de la préoccupation de certaines et certains d'entre vous, mais plutôt une sorte de présentation générale du projet que je vais essayer de mener à bien dans les prochaines années. Et donc, du coup, quelque chose d'un peu plus large que peut-être qu'on a l'habitude d'entendre dans des exposés. Alors, pour ça, je vous ai préparé une version PowerPoint de cette affaire et qui vous indique, j'espère que c'est visible maintenant, le titre de mon exposé qui s'appelle donc Perspective Taking et psychologie culturelle. Alors, le projet que je vais essayer de défendre dans les prochains mois, il s'appuie en fait sur un certain nombre de travaux d'anthropologie qui ont pour spécificité d'avoir remis un peu au goût du jour la notion de perspectivisme. Et je voudrais en fait partir de un exemple qui est celui-ci, l'exemple du texte de Vilassa, d'Aparacida Vilassa, qui s'appelle la Constitution de l'esprit, sous-titré Perspectivisme. Alors j'essaie de le découper, j'ai pas réussi à le découper précisément, mais voilà ce que dit Vilassa. Vilassa est une anthropologue spécialiste de l'Amazonie, travaille chez les Wari en l'occurrence, et son diagnostic, c'est que dans ce contexte, dans le contexte Wari, les individus partent d'une sorte de psychologie intuitive ou une sorte de sociologie intuitive un petit peu particulière, disons pour nous, qui est que chacun des autres individus percevrait le monde, mais au sens même strict, au sens perceptif, d'une manière totalement différente ou potentiellement totalement différente. Et je vous ai mis en gras, du coup, le passage qui me paraît le plus important ici, c'est le passage où elle déclare, c'est pourquoi, du coup, l'attention des individus est focalisée sur le corrélat objectif de la perception d'autrui, c'est-à-dire ce que perçoivent les autres, car on considère que ce qui distingue les individus, c'est pas leur esprit, bon, c'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est également ce qu'ils voient, donc leur monde au sens là, au sens de Umwelt. Alors, il m'a semblé en fait que ce texte-là, qui est un texte assez étonnant en fait dans la tradition anthropologique, il méritait pas mal d'attention parce qu'à ma connaissance, c'est une des seules formulations qu'on a d'un travail sociologique ou anthropologique où des individus considéreraient que vraiment les autres, et leurs voisins, leurs parents, leurs enfants, bon, beaucoup dans cet exemple-là, verraient le monde totalement différent, percevraient le monde totalement différemment d'eux. Et ma question, c'était, bon, bah, en fait, comment est-ce qu'on peut analyser ça, et qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où est-ce qu'on peut tenir cette thèse? En fait, bon, vous voyez certainement, c'est une thèse qui provient, c'est le deuxième slide, j'espère que ça suit bien au niveau l'enchaînement se fait. C'est une thèse qui provient en fait de l'application au niveau interindividuel, c'est-à-dire entre les individus d'une même espèce, d'une thèse assez classique depuis pas mal de temps, qui consiste à dire que chaque espèce voit le monde différemment, chaque espèce a un Umwelt particulier, et ça, vous connaissez certainement, hein, c'est ce que vous voyez dans l'image à droite, c'est-à-dire une sorte de capture du texte d'Excul sur les milieux animaux, où l'idée est de dire que bon, voilà, la même scène sera perçue différemment si elle est perçue par tel ou tel animal. Et cette thèse-là, elle a été reprise récemment, j'en ai mis deux exemples ici. L'exemple du perspectivisme interspécifique bon, de Vincent Després sur le texte que Didier Debèze a coordonné, qui consiste à appliquer donc, cette notion de perspectivisme dans un cadre contemporain, et en fait a été diffusé très largement. Je vous ai mis un deuxième exemple, hein, l'exemple d'Emmanuel Grimaud, qui reprend à peu près le même type d'argument, en l'appliquant cette fois à des caméras que lui dispose sur des animaux, mais en fait on a le même type de problématique, à savoir comment est-ce que perçoivent les animaux une même scène, ou une scène qui serait celle que nous percevrions. Ça m'a amené, en fait, cette idée, ça m'a amené à m'interroger sur l'espèce d'effusion qu'il y a ces dernières années sur la notion même de perspectivisme. Si vous le regardez sur
Ngram Viewer. Vous voyez ici à gauche, le schéma à gauche, bon, j'aurais peut-être dû lisser les courbes, mais je pense que c'est assez clair. Vous voyez que depuis les années 40, on a en proportion une explosion du syntagme perspectivisme qui est vraiment développé énormément, et de manière concomitante, même si on a un petit décalage dans le temps, là c'est les années 2000, c'est le schéma du milieu, vous voyez que vous avez la même chose sur la notion de panpsychisme. À titre d'exemple, bon, je prends toujours cette comparaison, mais celui d'animisme, qui est souvent attaché en fait, à ces deux termes, à perspectivisme et à panpsychisme, n'a pas du tout en fait, la même trajectoire, et il me semble que c'est en soi révélateur d'un certain nombre de phénomènes. Donc le problème auquel je me suis attaché et que je voudrais continuer à développer, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait, ce développement de la notion de perspectivisme dans des champs relativement hétérogènes en fait, des sciences contemporaines, et est-ce qu'on peut lui donner un sens qui serait le sens qu'Aparexida Villassa, donc dans le premier slide, lui attribuait, à savoir un sens inter-individuel, et pas simplement un sens inter-spécifique, comme on l'a vu comme je viens de vous le montrer dans les passages de Grimaud ou bien de Després. Donc c'est ça mon problème qui m'anime depuis un petit moment et que je voudrais prolonger un petit peu. Et donc du coup, je vous propose le parcours suivant. J'ai commencé, et une partie de mon travail en fait s'intéresse à la question des modèles métaphysiques qui sont supposés rendre compte de ces approches perspectivistes. Donc j'essaie de vous présenter ça très rapidement et la manière dont je voudrais le prolonger. Et puis dans un deuxième temps, c'est plutôt vers ça que je voudrais me tourner dans cette présentation, essayer de passer des modèles perspectivistes à la question du perspective taking. Perspective taking, simplement le mot qu'on utilise en psychologie pour dire prendre la place d'autrui, et de montrer en fait quel rôle ce phénomène psychosocial joue dans les sciences sociales contemporaines. Et au terme de ce petit parcours en deux temps, je vais vous présenter ce qui constitue grosso modo la queue de comète en fait, de ce projet, mais qu'en fait mon actualité que je voudrais essayer de développer là dans les prochaines années, à savoir la version pédagogique de ce travail, à savoir ce que ça peut donner en termes de philosophie de l'éducation et plus généralement en termes de pratique éducative. Alors, si je prends le premier temps, la question des métaphysiques perspectivistes, ma présentation va s'organiser en 3 fois 3 parties, c'est une formation de Camus. Ce que je voudrais vous présenter dans un premier temps des modèles métaphysiques, c'est les enjeux généraux, ce que je considère comme étant les 3 enjeux généraux qui m'intéressent dans ce type de philosophie. Le cas plus spécifique, qui est celui de Gilles Deleuze, auquel j'ai consacré un petit peu de temps, et donc du coup que je voudrais simplement vous présenter. Et puis un problème qui fait l'articulation en fait entre les 2 sous-parties précédentes, à savoir la définition du perspectivisme, non plus exactement comme une métaphysique, mais comme une image de la pensée, et essayer de voir un peu ce que ça bouge. Alors, le premier temps, dans les 3 enjeux généraux qui me paraissent importants, c'est quelque chose que j'ai essayé de formaliser au contact de beaucoup de collègues, en essayant de montrer que 3 problèmes métaphysiques structuraient en fait la plupart des philosophies perspectivistes contemporaines. Alors, le premier, c'est l'enjeu, j'appellerais l'enjeu numéro 1, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut considérer que perspectivisme et panpsychisme, ou panexpérientialisme, où on a un certain problème de vocabulaire ici, mais de stabilisation du vocabulaire, mais jusqu'où est-ce qu'on peut considérer que perspectivisme et panpsychisme sont grosso modo synonymes. Je reprends à Didier Diobède cette formule qui me paraît être une des plus frappantes pour le définir, lorsqu'il dit « Je propose d'établir donc 3 opérations inhérentes à l'établissement d'un perspectivisme métaphysique ». Bon, je laisse les 2 autres de côté, et je prends juste la première, c'est faire de tout être une subjectivité. Et c'est en ce sens-là, donc vous voyez, en un sens très large, que j'entends le terme panpsychisme, on pourrait en discuter dans la deuxième partie si vous le souhaitez, pour essayer de montrer qu'il s'agit là d'un enjeu, qui est un enjeu tout à fait contemporain, qui traverse en fait la métaphysique continentale et la métaphysique dite analytique, puisque les références que vous voyez à droite de l'écran, Krikal, Strawson, etc., relèvent d'un autre univers théorique. Et il me semble que là, on a un type de problème qui agite énormément de chercheurs aujourd'hui, et dans lequel j'ai essayé de m'inscrire un petit peu pour essayer de voir quelle notion d'intentionnalité, ou quelle notion de perspective, ou quelle notion, là, bon, je reste très général ici, peut être mobilisée de telle sorte
qu'il s'applique évidemment au-delà d'une sphère anthropocentrique, ça c'est un peu la base de ces modèles, mais également, et c'est un des enjeux, au-delà de la sphère du vivant en tant que tel. Et donc là, on a toute une problématique qui s'ouvre et qui m'intéresse dans ce domaine. Deuxième enjeu des métaphysiques perspectivistes sur lequel je passe un petit peu de temps, c'est le rapprochement qu'on fait généralement entre perspectivisme et antiréalisme, ou entre perspectivisme et relativisme. Généralement, on a une version, disons, épistémologique, une version noétique de cette affaire, qui consiste à assimiler la différence de perspective à une différence de rapport à la vérité. Donc on indexe immédiatement en fait, cette question-là dans une problématique théorique. Et ça entraîne la problématique suivante, est-ce que le perspectivisme est un antiréalisme, est-ce que le perspectivisme est un relativisme? Là, pareil, il y a un passage d'Emmanuel Loa qui me semble assez clair là-dessus, qui dit, bon voilà, on reproche au perspectivisme de pousser au relativisme, et de pousser au relativisme sur tous les domaines théoriques, mais aussi le domaine moral, le domaine culturel, et de favoriser, bon voilà, tous ces problèmes de subjectivisme. Là, pareil, je pense que la formulation d'Emmanuel Laloy, elle résonne avec tout un courant théorique de métaphysique contemporaine, que ce soit chez Bogossian, chez Faris, chez Gabriel Catrin, etc., où on a ce problème qui est jusqu'où est-ce qu'on peut définir le perspectivisme comme un antiréalisme. Et c'est un deuxième enjeu qui m'a un peu agité ces dernières années, sur lequel j'ai essayé de travailler un petit peu. Troisième enjeu, c'est une problématique alors plus directement, disons, ontologique ou plus directement métaphysique au sens traditionnel du terme, à savoir quel est le corrélat, le corrélat d'extériorité, c'est-à-dire le corrélat objectif de ce qu'on appelle perspectivisme. Si on dit qu'il y a plusieurs perspectives sur quelque chose, quel est le statut de ce quelque chose? Et traditionnellement, bon, on va avoir l'habitude de le qualifier comme un objet, c'est la position d'Étienne Limbenet en haut à droite dans la référence que j'ai mis sur le slide. Mais il y a pas mal d'auteurs qui aujourd'hui développent une position qu'on appelle fragmentaliste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le statut de la réalité ne peut pas avoir la forme de l'objectivité, la forme de l'objet, et qui proposent en fait d'autres manières, des modèles de fragments, de multiplicité. Et je pense là, pareil, une des versions les plus claires, c'est celle que Viveros de Castro a développée dans Métaphysique cannibale, où il dit, bon voilà, la réalité a plutôt le statut, c'est le passage en gras, de multiplicité immédiatement relationnelle, du type sans/bière, tout est dans le slash, de quel slash est-ce qu'il s'agit? Et on trouve un développement de ça, bon, alors chez Kit Fine et d'autres penseurs de cette tradition-là, mais dans le contexte contemporain, chez Alexandre Billon, qui va faire paraître un texte, à mon avis, très important sur cette question-là. Donc voilà un petit peu les enjeux, disons, strictement métaphysiques qui m'intéressent, et c'est quelque chose qu'on voudrait, avec Didier Debèze, essayer de prolonger un petit peu dans un texte dont le statut je me suis un peu avancé, là, j'ai appelé Métaphysique perspectiviste, c'est en tout cas le titre provisoire qu'on lui a donné, qu'on aimerait faire paraître dans une collection que vous connaissez certainement, puisque plusieurs d'entre vous, je sais pas, Antoine, Quentin, etc., ont déjà fait paraître des numéros dans cette collection-là, l'idée étant simplement de prolonger ce type de problématique dans un contexte contemporain, en essayant de voir les lignes de fracture qui tendent le champ de la métaphysique ou de la philosophie spéculative aujourd'hui. Donc ça, c'est un des premiers aspects de ce qui m'intéresse et du type de travail que je voudrais prolonger au contact de pas mal d'entre vous au sein du FI. Le deuxième cas, disons, au sein de ces enjeux métaphysiques, un des cas sur lesquels je me suis, moi, attardé, c'est le cas de Deleuze, puisque bon, c'est une figure relativement courante chez celles et ceux qui s'intéressent aux questions de perspectivisme. Alors, un des enjeux chez Deleuze, si je le résume très très vite, je ne m'appesantis pas, on y reviendra si vous le souhaitez. Un des enjeux chez Deleuze, ça consiste à distinguer des modèles plutôt convergents de perspectives, où les perspectives convergeraient du coup vers quelque chose qui aurait la forme de l'objet, et qui, bon, dans ces textes, sont plutôt critiqués, et puis des modèles qui relèvent de la divergence, où les perspectives seraient en hiatus
les unes avec les autres, et qui sont plutôt en fait des modèles valorisés. Et donc il y a toujours des noms propres qui viennent régulièrement incarner l'une et l'autre de ces positions. Leibniz étant le nom propre qui généralement vient incarner la position 1, et Whitehead et Nietzsche étant les noms propres qui viennent incarner la position 2. Bon, j'ai essayé dans un texte qui paraîtra dans quelques semaines, qui s'appelle Un autre monde possible, j'ai essayé de discuter un peu les positions deleuziennes. Bon, c'est quelque chose sur lequel je voudrais continuer à travailler, et notamment dans une direction un peu particulière. C'est le rapport entre ces positions-là et les sciences humaines contemporaines au sens large, alors les sciences humaines et sociales contemporaines, et notamment dans le sens des éléments qui font un peu l'actualité en fait, de ces domaines, et je pense notamment à l'anthropologie. C'est quelque chose qui est en un sens assez évident pour celles et ceux qui s'intéressent à ces questions, et en même temps je pense un tout petit peu sous-déterminé dans plein de domaines, et je pense notamment par exemple aux travaux de Bill et Locke, bon, dont le texte un petit peu manifeste, c'est ce texte qui s'appelle Unfinished, The Anthropology of Becoming, et qui est un texte d'anthropologie au sens strict, au sens de ethnologie, au sens de l'ethnographie, mais d'inspiration profondément deleuzienne. Et il s'en explique à plusieurs reprises, notamment dans cet article qui s'appelle Deleuze et l'anthropologie du devenir, où on a en fait réellement aujourd'hui une actualité de l'anthropologie deleuzienne, on va plutôt dire deleuzo-guattarienne, parce que c'est vraiment à la confluence de ces deux auteurs que ça se situe. Et une des propositions que je voudrais faire, c'est d'établir une sorte de cartographie des intérêts et éventuellement des limites des positions de l'uso-guattarienne au sein des sciences humaines contemporaines, c'est-à-dire revenir, comme ça a déjà été fait et comme c'est encore fait au sein de l'ULB aujourd'hui, sur l'ensemble de leurs apports et de leurs limites éventuelles. Donc voilà, c'est une sorte de proposition très pragmatique et avis aux amateurs et aux amatrices. J'ai dans l'idée d'organiser quelque chose là-dessus l'année prochaine, et on en parlera si vous le souhaitez ensuite. Troisième aspect de la version, disons, plutôt métaphysique, c'est une définition de la métaphysique tout à fait spécifique qui vient pour le coup des sciences humaines, à savoir la reformulation du perspectivisme, non pas comme une métaphysique, mais c'est-à-dire, et tout c'est-à-dire est très problématique, c'est-à-dire comme une image de la pensée. Faire du perspectivisme, non pas simplement un modèle métaphysique, mais une image de la pensée. Cette définition-là, bon, vous le savez certainement, elle a été proposée par Eduardo Viveros de Castro dans ce texte, notamment dans ce texte qui s'appelle Métaphysique cannibale, où il déclare ceci, le perspectivisme est une image de la pensée sauvage, et l'antinarcisse, alors l'antinarcisse c'est le texte qu'il écrit, en gros, c'est Métaphysique cannibale dans sa première version, si on veut, il le présente comme un chapitre de plus de la géophilosophie de l'uso-guattarienne. Alors là, je crois qu'on a une ligne qui est intéressante, qui n'est pas du tout la même que celle de l'anthropologie du devenir que je viens de vous présenter, mais qui est une autre ligne d'articulation entre le propos de l'uso-guattarien, je le dis de façon très très large là, et l'anthropologie au sens strict, autour de cette notion d'image de la pensée. Et il me semble que c'est une notion qui est tout à fait intéressante, bien qu'elle ait été, à mon avis, sous-déterminée. Je crois que c'est quelque chose qui reste souvent très métaphorique, qui nécessite une conceptualisation, un affinement théorique, mais qui est aussi une des options anthropologiques les plus riches et les plus discutées aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, il y a tout un travail, à mon avis, à développer autour de ce qu'a fait Viveros de Castro et que j'essaye de mener par ailleurs. Donc voilà, ça c'est la version, disons, métaphysique, que j'appelle ici métaphysique du projet, dont certains aspects ont déjà été développés et dont d'autres sont encore en cours de travail et qui me semblent résonner avec les travaux de pas mal d'entre vous. Donc voilà pour le premier temps que je voulais vous présenter. Il me semble en fait, et ça a déjà été un peu évoqué là, dans ce que je viens de vous dire, qu'un des intérêts de cette littérature-là
c'est aussi de la faire résonner avec ce qui se passe dans les sciences humaines, et les sciences humaines, là pour le coup, pas simplement l'anthropologie dans ce qu'elle a de plus spéculatif, là, les modèles dont je viens de parler, mais vraiment les sciences humaines jusqu'aux sciences de l'esprit, jusqu'à la psychologie la plus traditionnelle et la plus classique. Et c'est un deuxième axe que je voudrais vous présenter maintenant. Alors cet axe, je l'ai appelé tout à l'heure perspective taking et sciences sociales, puisque un des enjeux qui m'importe, c'est de décrire le rôle que prend le perspective taking au sein de l'ensemble des modèles dont on dispose, disons en sociologie ou en ethnologie, avec les guillemets du monde autour de cette distinction. Alors, de quoi il s'agit? Généralement, la question du perspective taking, elle a été subordonnée à un ensemble de modèles théoriques qui viennent de l'éthologie ou d'une certaine forme de psychologie qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc ça, c'est le premier élément. Et ils n'ont été que récemment, c'est la deuxième partie que je voudrais vous présenter, ils n'ont été que récemment en collision avec les sciences sociales au sens strict. Donc ça, c'est ce que je voudrais essayer de montrer, qu'il y a une articulation entre sciences sociales et sciences de l'esprit qui devrait se faire, qui est en train de se faire, mais de façon très embryonnaire, et qui amène, c'est une expression que j'aime bien, et qui est problématique en elle-même, qui amène à cette hypothèse qu'il y aurait des théories de l'esprit locales, et c'est ça qui oriente un peu mes recherches en ce moment. Le travail sur le perspective taking et les théories de l'esprit, vous le savez certainement, bon, depuis une quarantaine d'années, les modèles de théorie de l'esprit, donc c'est-à-dire la théorie que les individus se font intuitivement sur l'esprit d'autrui, ce qu'ils pensent que les autres pensent, sont des modèles qui désormais sont tout à fait dominants dans la psychologie, et sont en voie de remise en question d'ailleurs. Et une version, à mon avis, très parlante de ça, c'est dans le texte de Berthoz, qui me semble exprimer très bien en fait ce qu'on entend par théorie de l'esprit comme modèle, comme métamodèle, comme une sorte de ur-modèle de l'ensemble de la psychologie. Je vous cite le passage en question, voilà ce qu'il dit. Il dit: dans la vie sociale, nous changeons fréquemment de référentiel en prenant autrui comme référence, et c'est l'exemple qui me paraît évocateur. Supposez que vous voulez traverser une rue dépourvue de passage pour piétons. Si une voiture arrive, vous devez à la fois gérer votre marche et prendre ou non la décision de traverser, mais vous devez aussi vous mettre à la place du conducteur de la voiture pour deviner ses intentions, est-ce qu'il va freiner ou pas. Vous devez donc, c'est la conclusion qu'il en tire, adopter successivement et simultanément plusieurs points de vue, vous placer dans plusieurs référentiels, celui de votre corps, de la voiture, etc. Donc en gros, l'idée de Berthoz, c'est ces phénomènes de perspective switching, comme on dit, qui vont du coup très vite, qui sont tout à fait inconscients, sont une espèce de transcendantal de la vie sociale, c'est-à-dire on est en permanence en train d'adopter le point de vue d'autrui, c'est quelque chose qui est tout à fait fluide. Et donc c'est une version de la théorie de l'esprit, qui est une version, disons, maximaliste, qui consiste à dire qu'on est en permanence dans ce processus de théorie de l'esprit. Et cette analyse-là, l'analyse de Berthoz, je la prends comme exemple, mais il me semble qu'elle n'est pas du tout spécifique à Berthoz. C'est vraiment un modèle très classique où, quand on lit aujourd'hui des expériences de psychologie, on a l'impression que tout le monde est en permanence en train de prendre le point de vue de l'ensemble de ses interlocuteurs et de ses interlocutrices, et qu'on est en permanence dans une sorte de communauté, de conjonction référentielle qui permet une sorte de vie en commun fluide. Or, cette idée-là, cette idée selon laquelle la théorie de l'esprit, c'est vraiment la base de la cognition sociale, et sans ça, en fait, on ne se comprendrait pas les uns les autres, c'est vachement important. Cette idée-là, elle est en voie, à mon avis, de reflux, et il y a un passage de Yann Apperly qui le dit très bien, je pense, dans ce texte qui est très intéressant, de Understanding of the Minds, où Apperly dit la chose suivante, il dit: le succès des recherches empiriques sur le mind reading, alors je prends ici mind reading et perspective taking comme des synonymes, c'est pas d'une rigueur incroyable, mais on pourra en discuter. Donc le succès des recherches empiriques sur le mind reading a entraîné une certaine tendance à en voir partout, et je pense que le cas de Berthoz est un bon exemple de ça,
de telle sorte que tout échange ou toute communication et toute interaction sociale sont pensées à ce moment-là comme subordonnées à une chaîne d'inférence sur les pensées, les désirs, les connaissances et les intentions d'autrui. Et c'est exactement ce que Berthaud disait pour quand je traverse la rue et je ne peux pas ne pas me projeter dans la tête du conducteur en faisant ça. Toute la question c'est, bon bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le fait qu'on puisse décrire une situation sociale par des phénomènes de projection implique que, ontologiquement, si vous voulez, réellement, psychologiquement, il y ait des phénomènes de projection qui aient réellement lieu? Et on a une sorte de tendance critique, disons un peu agnostique, dans le cas d'Apperly ici, qui amène en fait à des vraies critiques vraiment beaucoup plus radicales, hein, chez des psychologues, chez des sociologues, voilà, frontières entre sociologie et psychologie, qui ont publié des travaux que j'admire beaucoup, comme ceux de Lawrence Kaufman et ses collaborateurs, qui ont vraiment un modèle d'affordance. Son idée, c'est la perspective taking, et en réalité tout à fait secondaire dans la cognition sociale. On n'est pas du tout en fait obligé de prendre le point de vue des autres, c'est quelque chose de tout à fait ponctuel. Et puis, ce que François Klesk et ses collaborateurs aussi ont développé à Lille depuis quelques années, qui développent des modèles sans théorie de l'esprit, ou disons en marginalisant totalement la question du perspective taking et la question de ce qu'on pouvait appeler perspectivisme, ou de ce que certains ont pu appeler perspectivisme, jusqu'à un certain point. Donc en gros, on a un reflux, il me semble, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout en fait, de cette prise en compte, on a un reflux de ces modèles, et ça pose une question, c'est plutôt dans cet axe-là que moi je me situe, à savoir, bon, si on prend en compte jusqu'au bout ces critiques, si on essaye de les prendre en charge, sans pour autant nier l'existence de ces phénomènes de perspective taking, ou ces phénomènes de projection, la question qui se pose, et je pense que les textes de Haynes le disent de la meilleure manière, c'est quand et comment les individus doivent-ils prendre le point de vue les uns les autres? Ça subordonne en réalité la question du perspective taking à la question des problèmes, et des problèmes, disons, psychosociaux, ou des problèmes réels que les individus rencontrent, dont le phénomène de projection ne devient qu'une modalité de réponse. À quel problème est-ce que nous devons répondre pour être obligés de nous transposer dans le point de vue d'un chat, de notre voisin? Et si on le dit comme ça, on fait du perspective taking non plus une capacité, c'est un peu le modèle de Berthaud, on a une capacité en tant qu'humain, c'est ce que Étienne Bardenay déclare aussi, et c'est tout à fait juste, mais c'est plus uniquement une capacité, mais ça devient aussi une technique, ça devient aussi une habitude qu'on prend plus ou moins, ça devient aussi une habileté qu'on a plus ou moins développée, et on est, à mon avis, dans un modèle épistémologique qui est tout à fait différent. Ça m'amène en fait à la question suivante. Si jamais on dit que le perspective taking n'est pas simplement une capacité universellement développée, mais que c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert et que c'est vraiment quelque chose qui se développe parce qu'on est obligé, face à certains problèmes, de mobiliser ce tour psychique que n'importe qui possède évidemment, si on dit ça, ça pose une question qui est quels sont les dispositifs sociaux dans lesquels ces modèles sont plus ou moins développés? Et j'en reviens du coup aux exemples de Grimaud, Després, Villassa du début, à savoir quels sont les contextes anthropologiques dans lesquels on est plus ou moins amené à développer ce genre de techniques. J'ai pris pas mal d'exemples un petit peu différents, qui sont presque symétriques, dans un texte de Joel Robbins, dans une série de textes en fait, de Joel Robbins, il développe cette idée que dans toute une série de contextes du Pacifique, bon, c'est là-dessus qu'il travaille au niveau ethnographique, il n'y a pas de perspective taking. Les gens, pour des raisons qu'il faudrait développer, n'ont pas l'habitude, ne prennent pas l'initiative de spéculer sur les intentions les uns des autres et se désintéressent totalement de l'intériorité de leurs interlocuteurs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, hein, qui va développer dans les dernières années, qu'on appelle la doctrine de l'opacité de l'esprit d'autrui, qui consiste à dire que en fait, le perspective taking est développé localement, culturellement, pour des raisons, dans le cas de Robbins, c'est très lié à des raisons religieuses, mais bon, il y a plein de raisons diverses.
Et il me semble que si on prend cet exemple-là d'un côté, c'est-à-dire un cas où le perspective taking est totalement marginal, on peut avoir des cas où, au contraire, il va être par toute une série de dispositifs, mais de dispositifs tout à fait concrets, dispositifs sociaux tout à fait empiriques, il va être mobilisé, développé, affiné. Et moi, je m'appuie pas mal sur le travail de Daphné Leroux qu'elle a mené dans le contexte du catholicisme contemporain, sur des pratiques qui relèvent grosso modo des pratiques du coaching, pour le dire très vite, et qui enjoignent les uns les autres, souvent c'est dans le cadre de couple, à adopter le point de vue de son mari, de son futur mari ou de sa future femme, vu qu'on est dans un contexte de mariage catholique, en partant du principe qu'il ou elle pense comme ci ou comme ça. Et tout un des enjeux de ce type d'activité consiste à fournir aux uns aux autres des espèces de canevas ou des espèces de frames de référence, on dirait, de manière à pouvoir se projeter dans une version un tout petit peu spéculaire, un tout petit peu fictionnelle du point de vue d'autrui. Et donc, en fait, moi, mon analyse, si vous voulez, mon travail là-dedans, consiste à essayer de rendre compte de l'ensemble de ces modèles à partir du rapport entre perspective taking et dispositifs sociaux. Il me semble que si on fait ça, on va pouvoir préciser ce qu'on appelle perspectivisme dans l'anthropologie contemporaine. Alors, vous le savez peut-être, cette notion-là, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai mis la courbe au début. Elle est aujourd'hui mobilisée par énormément de gens. Bon, là, je vous ai mis simplement 4 références, hein, celle de Philippe Descola, de Sidney Howell, de Magnus Kurs et puis de Morten Pedersen, mais vous avez énormément de gens qui considèrent aujourd'hui que les sociétés qu'ils ou elles étudient sont des sociétés perspectivistes, entre guillemets. Et il me semble qu'en fait, on a, au fur et à mesure que le concept gagne en extension, on a une précision de la notion qui se perd. Et donc mon approche, elle consiste simplement à revenir sur les modalités de perspective taking qui sont supposées être au fondement de ces modèles perspectivistes, de manière à pouvoir faire le tri entre des modalités différentes de prise en charge du point de vue d'autrui en fonction des problèmes qui se posent socialement aux agents qui sont pris dans ces dispositifs. Et c'est pour ça que dans quelques semaines, je vais essayer de publier chez Zoom Sensible un texte qui s'appellera La Galerie des Glaces et qui fait une sorte de compte-rendu de l'ensemble de ces modalités, disons, de ces modèles perspectivistes-là. En tout cas, des modèles que je connaissais encore jusqu'à l'année dernière et qui, du coup, que j'essaye d'actualiser présentement, ces jours-ci. Et c'est un deuxième axe d'ouverture, si vous voulez, puisque je voudrais là essayer de développer un peu ce que j'appelle des théories de l'esprit local. C'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, une littérature que j'ai découvert un peu plus tardivement, un peu plus récemment, et qui me pose encore problème. Donc c'est le troisième sous-axe que je voudrais vous présenter rapidement. À savoir que beaucoup de psychologues ont essayé de montrer la chose suivante, à savoir que, vous voyez le texte de vous et vos Kaiser à gauche, hein, si en principe la prévention des états mentaux d'autrui est universelle, bon, on se rend compte, c'est le milieu du passage, que la capacité à changer de perspective est universelle, mais l'utilisation de cette capacité pour interpréter les actions des autres ne l'est certainement pas. Et vous avez énormément de travaux qui, aujourd'hui, essaient de détailler les moments où les gens utilisent ou non cette capacité, et c'est pour ça qu'on va parler de capacité, le fait que ça a un effet feedback. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, mais c'est comme le principe du muscle, quoi. Plus on l'utilise, plus on a une sorte de fluidité à l'utilisation de cette capacité de transposition. Et ce qui m'intéresse, et c'est ce sur quoi je voudrais prolonger un peu mes travaux en ce moment, c'est celle, puisque là, il s'agit d'Angeline Lillard et Tania Luhrmann, ces anthropologues, psychologues anthropologues, qui essayent de mettre en évidence des phénomènes de plus ou moins grande élasticité projective, des capacités plus ou moins développées à se projeter dans les perspectives différentes. Alors, le texte de Lillard est relativement ancien, mais le texte de Luhrmann qui présente une sorte de compte-rendu de l'ensemble des travaux sur ces questions
Et beaucoup plus récent, j'ai pris à dessein le dernier, How God Becomes Real, puisqu'il est paru chez Princeton l'année dernière, mais qui sera traduit dans cette maison d'édition là où il y a ce texte de Grégory Delaplace qui vient de sortir. C'est le premier texte de cette maison d'édition. Le texte de Lorman sera traduit dans cette maison, donc Vue de l'esprit, l'année prochaine. Et j'ai un peu pour projet, si ça intéresse quelqu'un aussi parmi vous, d'essayer de prolonger, de discuter un peu ce genre de travaux, qui me paraissent vraiment être une sorte de manière, voilà, de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait beaucoup autour de Descola, etc., ces dernières années, mais d'amener quelque chose d'un tout petit peu nouveau dans l'anthropologie contemporaine et de déplacer un petit peu la focale vers des travaux qui me semblent tout à fait passionnants. Voilà, donc le deuxième temps, hein, autant j'essaie de m'intéresser aux métaphysiques perspectivistes dans un premier temps, autant j'essaye dans un deuxième volet de voir les enjeux psychologiques que les sciences sociales impliquent, mais impliquent parfois de manière trop implicite, me semble-t-il, et qui nécessitent d'être précisés. Bon, ça, c'est des travaux dans les deux cas que j'ai commencé à mener, que je continue d'approfondir. Mais il y a un dernier volet que je voudrais vous présenter pour terminer, et qui est un volet, disons, essentiellement prospectif. Et ce volet, c'est un volet qui concerne les questions de pédagogie. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, si on dit que la capacité à prendre le point de vue d'autrui, c'est quelque chose qui s'acquiert, ça pose un problème tout à fait évident et simple, c'est comment ça s'acquiert, comment ça s'apprend, quels sont les apprentissages sociaux qui favorisent ou qui au contraire empêchent cette capacité de se déployer. Et donc je voudrais dans un troisième temps vous présenter ces éléments qui sont assez embryonnaires, mais qui sont le cœur de ce que je compte développer dans les prochains mois. Là aussi, je vais passer rapidement sur trois aspects. D'abord, ce qui relève de la socialisation primaire, ce sont des jeunes enfants, puis ce qui relève de la socialisation secondaire, des adultes plus développés, et ensuite l'articulation en fait, entre ce que je vous ai présenté tout au début et puis ce qu'il en est maintenant, à savoir est-ce que, oui ou non, c'est une vraie question ouverte pour l'instant, il y a une porosité entre les métaphysiques dites perspectivistes et ce qu'on peut relever, ce qu'on pourrait qualifier de pédagogie perspectiviste, ça reste un problème pour moi aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'entends par les questions de socialisation primaire, les questions de la pédagogie perspectiviste dans la socialisation primaire? Si je reviens au texte de Berthoz, dans un colloque assez important en fait, pour la notion de point de vue en psychologie, Berthoz déclarait la chose suivante, et on faisait vraiment l'actualité des sciences psychologiques de l'époque, il y a 10 ans, à savoir, c'est la citation, « Dans quelle mesure est-ce que la capacité à changer de point de vue peut être promue au cours de l'éducation d'un enfant ou d'un jeune adulte pour donner un fondement solide à la tolérance ?» Bon, et Berthoz considérait que c'était vraiment ce sur quoi il fallait bosser en psychologie ou en psychophysiologie, comme la terra incognita des études de cette époque. Alors, il y a tout un soubassement théorique un peu particulier, puisque ici on considère simplement que le fait de prendre le point de vue les uns les autres entraînerait en fait une forme de tolérance plus grande, donc en fait ce serait une sorte de fondement éthique. C'est une thèse assez classique qui est défendue par pas mal de gens, mais c'est pas du tout mon approche. Je pense qu'au contraire, le perspective taking est autant un enjeu de manipulation qu'un enjeu de tolérance ou d'empathie. On n'est pas du tout il n'y a pas de normativité intrinsèque à ce genre de pratique. Pour autant, le phénomène, ou plutôt le planning théorique que se donne Berthoz me semble super important. Dans quelle mesure est-ce que l'éducation ou la pédagogie peut favoriser ou ne pas favoriser ce genre de pratique? C'est quelque chose qui n'est pas du tout développé à ma connaissance, même si dans le texte de Lillard, alors c'est pas le même texte que tout à l'heure, mais c'est le même enjeu. Angeline Lillard a depuis un petit moment en fait essayé de lister l'ensemble des dispositifs qui seraient des dispositifs tout à fait classiques, mais qui permettraient
d'expliquer les variations de capacité qu'on a pu déterminer anthropologiquement. Et une des hypothèses qu'elle formule, c'est le développement des jeux où les enfants jouent des rôles. Son idée, c'est, bon, bah, en fait, en fonction des contextes sociaux, ces pratiques-là sont ou favorisées ou défavorisées, et on aurait une corrélation entre les lieux où il y a des jeux de rôle très importants et les lieux où, au contraire, pardon, enfin une corrélation entre ça, et puis les capacités à apprendre le point de vue d'autrui très développées. Donc, c'est des travaux qui sont de pure corrélation, on n'est pas sur des travaux de causalité, mais justement, il y a à mon avis tout un travail à faire dans ce domaine, et qui me paraît très important à l'heure où les problèmes d'éducation se multiplient. Et se multiplient notamment autour de cette figure importante de la psychologie contemporaine, qui désormais est une figure aussi importante de l'éducation française, à savoir Stan Dehaene, et qui développe l'hypothèse suivante, enfin le constat suivant plutôt, qui me paraît intéressant en fait pour bien clarifier le propos. Voilà ce qu'il dit. Il dit: quand nous enseignons, nous avons tendance à oublier ce que c'est que d'être ignorant, et c'est l'exemple d'après qui m'intéresse. Nous pensons que ce que nous voyons, tout le monde peut le voir, il pense à la pédagogie pour les petits-enfants, et nous ne comprenons donc pas qu'un enfant puisse, sans aucune mauvaise volonté, ne pas voir, au sens le plus littéral du terme, ce qu'on cherche à lui enseigner. Il me semble que ce que présente Dehaene ici, c'est vraiment quelque chose qui relève de la pédagogie perspectiviste telle que je l'entends, à savoir le fait de pouvoir comprendre que les autres ne perçoivent pas ce que nous percevons nous, et vice-versa. Et la question qui se pose, c'est bon, bah, quels sont les dispositifs qui permettent de développer, ou au contraire, de minimiser cette capacité de projection. Alors on peut discuter des propositions de Dehaene, qui à mon avis sont quand même très générales, mais on a au moins là une manière d'appréhender le problème de façon, je pense, clarifiante. Et un exemple que j'aime bien, alors qui n'est pas donné par Dehaene lui-même, mais qui à mon avis permet de bien comprendre ça, qui est donné par un mathématicien qui s'appelle Michael Launay, c'est le suivant. Alors, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais je peux peut-être le faire comme ça. Il dit, bon, bah voilà, on donne à des enfants le dessin de gauche, hein, et avec des angles, et on leur dit, classer les angles du plus petit au plus grand. Et donc, on donne à des petits enfants, on leur demande de classer en fait les 4 angles ici. Et ils le classent de cette manière-là, à savoir le plus petit, c'est celui-là, les 2 moyens, et puis le plus grand angle serait celui-là. Et ils se rendent compte en fait que c'est une sorte de régularité très forte de la part des enfants de classer les angles comme ça, ce qui est l'inverse en fait de la réalité, vu que le grand angle, pour nous, ce serait celui-là. Et voilà du coup la raison que donnent les enfants à ce classement. Ils disent oui, mais en fait celui-là c'est le plus petit. Pourquoi? Parce que si on fait du vélo ici, comme ça, sur cette route ici, ben, en fait ici on fait un petit virage pour arriver sur l'autre route, alors que ici, si on fait du vélo ici sur ce chemin-là, on fait un grand virage pour contourner en fait le passage. Et ce que montre Launay, qui me paraît super intéressant, c'est si on n'arrive pas à comprendre la manière dont les enfants encodent par des chaînes d'expérience qui sont les leurs ce genre d'exemples, d'angles, on ne comprend pas en fait des erreurs, qui sont des erreurs assez systématiques, où les enfants encodent tout à fait différemment l'organisation des angles par rapport à ce que ferait un adulte habitué à la géométrie. Donc voilà, ça me paraît quelque chose d'important pour la socialisation primaire, et il me semble qu'on aurait le même genre de problématique sur la socialisation secondaire. Alors bon, je vais passer plus vite parce que je pense que c'est relativement évident si je le présente comme ça maintenant. Galinski et ses collaborateurs ont montré qu'on avait en fait, en fonction de plusieurs critères, et qui sont notamment des critères pour le coup socio-éthiques ou socio-politiques, à savoir en fonction des positions de domination au sein d'un contexte particulier, plus ou moins tendance à adopter le point de vue d'autrui. Donc on a pareil une sorte de travail pédagogique qui pour le coup ne relève pas uniquement de la pédagogie au sens des sciences de l'éducation, mais qui relève d'une pédagogie, disons, engagée sur des enjeux de domination, c'est-à-dire engagés sur des problèmes qui sont des problèmes sociopolitiques. À savoir que le fait d'apprendre à prendre le point de vue des autres, c'est aussi apprendre à prendre le point de vue de ceux dont on n'a pas tendance
à prendre le point de vue, c'est-à-dire de ceux dont le point de vue est considéré comme n'étant absolument pas pertinent. Et ce que montre Galinsky au niveau psychologique, il me semble, a une grande corrélation avec ce que Philippe Bernard, qui est de l'ULB, le psychologue de l'ULB, et ses collaborateurs ont fait sur la question de l'objectification d'autrui, et qui permet en fait de préciser de manière assez fine l'ensemble des mécanismes qui sont impliqués dans ces processus. Je trouve que ça ouvre en fait à des analyses assez hétérogènes, puisque dans le champ de l'apprentissage au sens strict, les travaux d'Alice Doublier, qui sont cités à gauche, hein, me paraissent être vraiment très importants dans ce domaine, puisqu'elle essaye de montrer que dans l'apprentissage, alors en l'occurrence c'est l'apprentissage de la céramique, de jeunes gens qui apprennent la céramique. Dans ce cadre-là, toute la question est de savoir si ce que je ressens, les impressions que j'ai, sont en partage ou sont connectées avec les impressions et ce que ressent autrui, notamment au niveau de la texture et de la texture du toucher, la texture tactile. Et donc ici, on a tout un travail sur comment est-ce que des perspectives a priori hétérogènes, puisque au niveau des perspectives sensibles, peuvent ou non se corréler, et quel est l'ensemble des dispositifs, quels sont les ensembles de dispositifs qui peuvent permettre cette articulation. Donc ça, c'est au niveau vraiment de l'apprentissage, plutôt de l'apprentissage de la société secondaire. Mais on a le même versant sur le versant, disons, beaucoup plus, pour le coup, sociopolitique ou socio-éthique, puisque, je cite ici le passage de Sarah Mazous, dans tout ce qui est l'épistémologie du point de vue, et notamment l'épistémologie féministe, on a aussi cette problématique, et que j'ai essayé de souligner avec le passage en gras ici, hein, à savoir que la capacité à inverser les rôles est quelque chose qui ne relève pas simplement de la capacité abstraite et universelle des individus, mais qui relève bien de tendance à adopter le point de vue de X ou de Y. Donc je pense que là, on a tout un problème sur le fait que la psychologie n'étudie pas suffisamment le perspective taking comme une tendance, l'utilise trop comme une capacité universelle, et que là, il y a un déplacement à opérer. Alors ce déplacement, et je m'arrêterai là, ce déplacement, la question qui m'intéresse et qui est vraiment l'horizon en fait de ce projet sur lequel j'aimerais avoir votre avis, parce que je pense que c'est un des enjeux sur lesquels je suis le moins compétent, enfin pas le moins compétent, ou si, pour le moins compétent aussi, c'est quel est le rapport qu'on peut établir entre ces problématiques pédagogiques et puis les enjeux métaphysiques que j'ai présentés au début. Alors, une des manières de cadrer en fait cette histoire, ça consiste à souligner les travaux de 4 penseurs qui sont généralement considérés comme des figures importantes de la tradition perspectiviste, donc Leibniz, Nietzsche, Whitehead et Deleuze, et de se focaliser sur les quelques travaux, il y en a à chaque fois, mais ils sont généralement pas très nombreux, que ces auteurs ont consacré aux questions d'enseignement ou aux questions de pédagogie. Un des problèmes qui m'importe, c'est est-ce qu'on trouve qui permet l'articulation entre leur métaphysique, disons, perspectiviste, généralement le terme est assez clair dans ce domaine, et puis leurs travaux sur l'enseignement ou sur la pédagogie. C'est pas toujours évident, même si je vous ai mis un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui ont développé des éléments dans ce sens. Et par exemple, alors si je prends le cas de Nietzsche, hein, il y a un passage qui me paraît intéressant dans ce cadre-là, où Nietzsche dit, bon bah, notre philosophie doit commencer non pas par l'étonnement, bon, tradition aristotélicienne, mais par l'effroi. Donc c'est l'effroi, l'affect qui va être fondamental, et celui ou celle du coup, qui ne peut pas en venir là, donc l'effroi, est prié de ne plus toucher aux choses de la pédagogie. Alors là, on a quelque chose qui me paraît assez intéressant, qui est que le bouger ou le changement en fait de perspective sur un sujet ne doit pas se faire sur la base d'un étonnement qui permettrait à un élève ou un étudiant ou une étudiante de progresser, mais sur la base d'un effroi. Et il me semble que là, bon, c'est à la fois passionnant et excitant comme toujours chez Nietzsche, mais il y a aussi un problème sur les enjeux réellement pédagogiques qui sont impliqués dans ce genre de propos et la manière dont on peut les développer ou dont on peut les discuter pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà, l'idée, ce sur quoi je voudrais déboucher, hein, c'est
non pas simplement me focaliser sur les questions de prise de point de vue au niveau social en règle générale, mais me focaliser de façon plus précise sur les pratiques d'enseignement et, disons, les modèles pédagogiques tels qu'ils sont développés de façon traditionnelle. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention et j'essaye d'enlever le partage d'écran.